Nous allons reprendre donc la deuxième partie de cette matinée autour de l'intégration, et après avoir entendu une voix française sur ce qu'on fait, ce qu'on peut faire, ce qu'on espère faire en France, vous savez que le problème ne se pose pas que en France, que la question de l'accueil des réfugiés, des migrants et de leur intégration se pose aussi à l'échelle européenne. Donc, on va maintenant avoir un regard européen, et j'ai le plaisir d'accueillir Petra Huck, qui est donc ma compatriote. Voilà, vous êtes déjà entourée d'étrangers, étrangères même, ce qui dans l'Église peut être pire. Avec la roulotte. Pour aborder cette question. Alors, Petra a une formation à la fois en droit et en sociologie, et elle est depuis 2005 la directrice d'un organisme qui s'appelle ICMC, c'est-à-dire c'est l'union... non. La I, il est pourquoi? Institute? Non, International. International, ah, ok. Ah ben, alors tu vas le dire comment vous l'appelez en français. Donc un organisme d'église, c'est les conférences épiscopales qui ont créé cette organisation dès 1951 pour accompagner la problématique de l'accueil et d'intégration des migrants. Donc c'est à la fois une longue expérience, et bien sûr la réalité a bien changé depuis les années 50. Petra va nous raconter ça, et surtout ce qui se fait aujourd'hui. L'Union européenne. Ça, c'est une très bonne question. Attends. Bonjour à tous. Un grand merci pour m'avoir invité de partager un peu l'expérience de notre organisation et notre réseau SHARE dans le domaine d'intégration. En effet, comme je suis arrivée au dernier moment, je comprends que vous avez déjà eu 3 jours de conférence, vous devez être déjà un peu fatigué. Je vais parler pas mal de l'intégration locale. Alors, j'aimerais très rapidement demander quelques petites questions. Qui de vous est hors de la ville de Paris? Ah, très grand, très grand. Alors, c'est vraiment la majorité, je pense. Qui est dans une association aux volontaires d'une moyenne ville moins que 100 000 habitants? Ah, c'est très bien. C'est déjà un 5e, je pense. Et entre vous, dans une ville de moins que 30 000? Moins que 10 000? Ok, c'était seulement pour savoir, parce qu'une des choses qu'on va parler un petit peu, c'est justement cette intégration sur le territoire en hors des grandes villes. Alors comme ça, je sais que j'ai des gens avec beaucoup d'expérience. Notre organisation, comme Monique justement a introduit, c'est une organisation en français qui s'appelle la Commission internationale catholique pour l'immigration. Et on travaille, notre siège c'est à Genève, on travaille dans le monde de politique de migration depuis beaucoup d'années. L'année dernière, surtout sur le pacte de migration et le pacte pour les réfugiés qui était adopté juste en décembre l'année dernière. On a fait la coordination de société civile mondiale. Alors, on avait des groupements, des organisations Amérique latine, Asie, etc. pour faire des positions en commun. Vous savez que ça, c'était une discussion qui s'est devenue très, très, très compliquée le dernier mois avant la signature du pacte. On travaille aussi dans le domaine de l'aide humanitaire. On travaille une grande tradition dans le domaine de réinstallation. Monsieur René a déjà mentionné que la réinstallation, c'est devenu une politique plus importante en Europe, mais les Américains l'ont fait depuis très, très, très longtemps.
et notre organisation, on a réinstallé presque 1 million de personnes dans notre histoire de l'organisation. Alors on fait un grand bureau, par exemple, en Turquie, où justement on accompagne la sélection et le processing, parfois je vais parler un peu en anglais, de réfugiés. Un autre axe de travail, c'est l'immigration-développement, avec nos partenaires dans les différentes parties du monde. Notre bureau à Bruxelles travaille surtout avec les pays de l'Afrique de l'Est pour la politique de migration, mobilité, c'est un grand axe de notre travail, et protection dans les routes vers ou bien les pays du Moyen-Orient ou bien l'Europe. Et on arrive là à l'accueil et l'intégration, que ça c'est devenu un travail où on se lançait déjà un petit moment avant la crise des réfugiés. C'était encore un domaine assez niche et on allait regarder comment ce mouvement dans l'intégration était en train de changer et les discours qui ont changé beaucoup. Alors si on regarde les chiffres, les proportions de migrants est assez modeste, on parle d'un 4% pour toute l'Europe, mais quand on regarde maintenant les entretiens, les surveys, le sondage européen et aussi de Pew, on voit que cette perception de population sur l'immigration ne correspond pas du tout avec la réalité. Les sondages montrent qu'on pense qu'on a presque 8 fois plus de migrants dans nos alentours que la réalité, que la diversité est un grand risque, que les différentes religions sont un grand risque. Et on voit aussi que les politiques européennes sont en train de freiner un peu notre discours sur l'intégration en voyant cette réalité politique que vous connaissez très bien en France, bien sûr, et nous aussi dans notre pays, les Pays-Bas, avec M. Wilders, on sait aussi très bien que cette politique de droite, le populisme, met en péril nos actions en intégration. Alors, il ne faut jamais oublier que l'intégration est une compétence nationale. Alors, tous les pays européens, ils ont de différentes politiques, de différentes manières de structurer leurs programmes ou les structurer comme des obligations d'intégration. Il y a des programmes qui ont une obligation de nombre d'heures de langue. Il y a aussi des pays qui ont des examens d'intégration sociale. Il faut connaître qu'est-ce que c'est la culture de ce pays. Et certains pays, ils ont aussi des examens d'intégration. Alors, passer cet examen d'intégration, c'est une condition pour après appliquer à la résidence long terme et citoyenneté. Il y a eu toujours beaucoup de discussions. C'est une bonne chose ou une mauvaise chose de faire tellement d'obligations sur l'intégration. Et je pense quand même beaucoup des acteurs sont assez d'accord qu'au moins ça montre que l'intégration c'est une chose sérieuse et que l'État doit investir pour offrir les structures et offrir la possibilité de passer cet examen. Mais on peut peut-être avoir des autres questions sur ce sujet. L'Union européenne, surtout, a investi pour faire de différentes politiques de coordination et exécution dans le niveau national et aussi des programmes d'échange européens. Et notre programme SHARE, par exemple, c'est un programme de l'Union pour faire les échanges de bonnes pratiques entre les différents pays. Les fonds sont assez importants. L'enveloppe financière, c'était 2014-2020, plus que 750 millions. Mais il faut dire que ça, c'est une partie d'une enveloppe qui a aussi mangé, par exemple, par la politique de retour
ou des autres politiques, alors ça ne veut pas dire que tous les pays ont vraiment investi ces enveloppes financières. La France a fait assez bien, mais je pense qu'il reste encore. Et après 2020, on va avoir une nouvelle enveloppe financière. Il faut aussi dire qu'un pays comme Pologne a dit que nous, l'intégration, ce n'est pas une chose qu'on trouve importante. En tout cas, on ne veut pas avoir des ressortissants de pays tiers. Alors, eux, ils n'ont pas utilisé ces fonds très, très peu. Bon, je pense qu'on a déjà discuté un peu sur les axes des programmes européens qui sont soutenus par le fonds. C'est une enveloppe très, très, très variée. C'est l'action emploi, bien sûr, et l'éducation, l'intégration sociale. On ne peut pas dire qu'il y a des programmes qui ne sont pas possibles. Juste pour savoir, vous travaillez avec des fonds européens vous-même? Ah. Alors, c'est l'horreur, mais on va parler de ça, parce que il faut, si on veut s'organiser et se battre, il faut mobiliser tout ce qu'on a. Alors, ça va être un de mes messages que je vais vous raconter. Monsieur Régnier a déjà parlé de la nouvelle stratégie pour la compétence. On a quand même la plupart des réfugiés avant la crise de 2015 pourraient prendre presque 7 années pour avoir au même niveau que des ressortissants nationaux, pour être au même niveau seulement d'emploi. Alors, l'emploi est devenu un peu la nouvelle, je ne veux pas dire religion, d'intégration, mais c'est devenu vraiment le parti le plus important. Et tous les politiques sont en train de faciliter une insertion plus rapide, plus flexible, qu'on peut changer avec des pratiques sur le terrain, avoir une certification déjà pas liée avec des diplômes officiels, d'autres manières d'accréditation, excusez-moi pour mon français. Alors c'est un domaine qui bouge beaucoup, mais si on regarde les résultats d'insertion après 2015, il faut dire qu'après 3 ans, les chiffres paraissent encore pas très encourageants. Autant qu'en Allemagne, on est vers 15% d'insertion. Alors, notre travail, c'est beaucoup de regarder à cette capacité sur le territoire d'intégration pour les approches bottom-up. Et Monique, à nouveau, en bas d'anneau. Oui, c'est ça. En bas d'anneau? Mais à partir du terrain. À partir du terrain. On voit que la politique européenne, bien sûr, l'intégration se fait au niveau local. C'est là où les gens se rencontrent, c'est là où les gens construisent leur parcours de vie. La réussite d'intégration, les études montrent, et aussi surtout les études dans des pays comme Canada, où ils ont une très forte structure d'intégration, que cette première année, c'est vraiment haut en bas. Si ça, c'est une expérience positive, le parcours suivant est beaucoup plus, il a beaucoup plus de chances. Autant qu'on ne regarde pas assez cette première phase de réception dans le niveau local. Et on ne travaille pas assez ensemble auparavant que les gens arrivent pour voir que ce parcours s'organise dans une bonne manière. En parlant très rapidement, parce que là, je suis à l'EMA, comme on dit, on travaille aussi beaucoup dans la réinstallation. Au niveau européen, on va avoir 50 000 personnes qui devraient arriver dans cette manière. Alors, ce sont des gens qui ont été sélectionnés dans des pays d'asile et qui vont arriver dans des communautés locales directement, qui ne doivent pas nécessairement passer par des centres de réception. Et M. Régnier avait déjà dit que le compromis de la France,
je voulais prendre cette occasion de raconter que ce programme va pas assez rapidement. Le compromis de la France est très substantiel, aussi celle de l'Allemagne, mais malheureusement, dans des autres pays, surtout dans les pays de l'Ouest, cette prise de chiffres reste bloquée dans beaucoup de cas. On voit aussi une externalisation, bien sûr, de nos politiques européennes, où on voit que ça devient de plus en plus difficile de venir en Europe et demander l'asile. La société civile est un peu une grande balle dans cette grande lutte entre avoir le droit d'accès. Et vous lisez tous les jours dans les journaux les bateaux qui arrivent en Italie et qui ne peuvent pas sortir dans le port. Si on regarde ces chiffres, par exemple pour l'Europe, on voit que le chiffre en Europe, c'est une grande divergence et que maintenant en Autriche, la République tchèque, le Danemark, la Grèce, la Hongrie, la Latvie, la Pologne et la Slovaquie, ils n'ont pas dans cette 50 000 offert aucune place. Après, on a un groupe de pays qui ont de petites quotas et un autre groupe qui ont des chiffres plus importants entre 1000 et 5000. Et la France et l'Allemagne et la Suède sont quand même encore les leaders en Europe. Alors c'est très difficile maintenant de faire suivre ces chiffres avec avant l'année prochaine. Et une des raisons qu'on dit en Europe que c'est une raison politique, mais aussi de logement. En Espagne, bien sûr, la situation a changé un petit peu parce que beaucoup des arrivées viennent maintenant vers l'Espagne qui avant allaient en Italie. Et aussi, on voit que certaines politiques de droite, maintenant, ils ont dit qu'ils veulent freiner les arrivées. Notre programme SHARE, c'est une coopération avec des partenaires en Europe qui sont dans 10 différents pays. Et vous voyez ici la liste de partenaires où on regarde comment faire une meilleure coopération entre les différents niveaux de gouvernance. La gouvernance, vous voyez ici, bon, dans le domaine de réinstallation, c'est l'Union européenne qui met un chiffre. C'est bien sûr le niveau national qui décide qui entre sur le territoire, qui reçoit un statut, et le niveau local qui fait l'intégration sur place. Ce qu'on voit de plus en plus que entre le niveau national et local, c'est aussi les régions qui sont en train de prendre un rôle pour coordonner et mieux structurer l'intégration. Je vais parler un peu plus de ça. Qu'est-ce qu'on fait surtout, c'est stimuler l'innovation sociale. Ça, c'est vraiment le grand buzzword, l'innovation sociale. Comment on peut augmenter l'intégration par une meilleure manière de travailler, de coordonner entre acteurs, niveau national, régional, local, pour avoir mieux une meilleure coopération avec de nouveaux acteurs et avoir une meilleure distribution de travail de professionnels et de volontaires. Depuis 2015, on peut dire qu'il y a eu un dramatique changement dans cette manière de société civile qui s'implique dans des actions d'intégration. Mais après tout cette boost de partie justement humanitaire, d'aider les gens qui arrivaient, les premiers soins, cet engagement dans l'intégration à plus long terme a été mieux achevé dans certains pays
et moins dans des autres pays. On va parler un peu de volontariat plus tard et ce rôle entre professionnels, qui fait quoi, qui fait les gens plus vulnérables, qu'est-ce qu'un volontaire peut faire. Ça, c'était de grands débats. Et c'est aussi un grand débat parfois de concurrence. On fait alors, avec nos partenaires, on distribue des enveloppes financières pour permettre de différents partenaires d'avoir des actions locales. Comme quelqu'un a dit, c'est trop difficile de travailler avec le Fonds européen, c'est vrai, c'est très compliqué. Mais ça offre aussi une grande possibilité de mettre de nouvelles actions sur le terrain qui après n'allaient pas arriver dans les niveaux plutôt politiques. On a un grand problème, il y a des petites actions qui sont très intéressantes, mais après il n'y a pas de scale-up. Ça reste très local. Et donc invisible. Invisible, oui. Et qui n'a pas la plateforme pour montrer. Mais qui ne remonte pas au niveau politique. Et aussi de ownership, parce que chacun travaille pour soi et après on doit essayer d'avoir un système qui va être mieux organisé. Dans certains pays, ça va beaucoup mieux. En Allemagne, ils ont investi justement beaucoup dans ces structures parce qu'ils devraient, bien sûr, avec presque 1 million de personnes. Et on regarde beaucoup de formations, que c'est aussi une manière de joindre les personnes pour partager et pour après développer de nouvelles actions et apprendre des choses qui marchent et qui ne marchent pas, de bonnes pratiques. On travaille avec un roster. On a une équipe des organisations qui travaillent pour donner des cours de capacité, surtout dans les pays de l'Est et l'Europe centrale. Et on travaille beaucoup avec le Conseil de réfugiés néerlandais. C'est une organisation de volontariat qui existe depuis 40 ans et qui ont travaillé beaucoup dans les niveaux locaux pour construire la capacité des volontaires et structurer une manière de regarder dans des volontaires plus ciblés. Alors, ils ont vraiment de différentes compétences dans le domaine d'intégration. Alors, tu as le coach de langue, tu as la personne sociale, tu as la personne pour faire les devoirs avec les enfants, tu as la personne qui fait le contact avec l'école. Alors, ils ont structuré tous ces différents types de volontariat et ils recrutent aussi très spécifiquement quel type de volontaire on a besoin. On voit dans le volontariat que là, il y a un changement pour pas seulement structurer, mais avoir un engagement plus long terme et travailler aussi, trouver des autres manières de travailler avec des jeunes. Parce que beaucoup des études, je ne sais pas en France, en effet, si vous avez fait des études sur le volontaire, c'est encore surtout les gens plus que 50 ans et les jeunes qui veulent s'engager, des étudiants, différents, le font vraiment avec un but très spécifique. Il veut avoir des résultats assez rapides, il veut avoir un travail pratique, il veut savoir combien des heures, et aussi, bien sûr, le faire pour leur insertion professionnelle, pour leur curriculum vitae. Alors, on travaille aussi avec des profils de volontariat, comment on peut s'adapter mieux et structurer cette coordination. Parce que malheureusement, beaucoup de vies... Je vais parler ça après. Alors, on a une équipe de 15 personnes qui font des formations sur le volontariat, comment faire la coordination, comment faire le suivi d'évaluation, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Mais je pense que vous le connaissez, ce domaine, mieux que moi. Alors, on rentre à nouveau dans les petites villes. Et combien de minutes j'ai encore? Oh oui, non, ça va. Encore? Tu as encore un quart d'heure. J'ai toujours peur que je vais vous envoyer, ennuyer. Alors, quand on regarde
dans la capacité d'intégration, le facteur qu'on ne regarde pas assez en profondeur, c'est notre structure d'asile de dispersion sur le territoire. On a commencé de travailler avec les différents pays membres sur ce thème depuis 5 ans et on a vu avec les plus grands chiffres qui sont arrivés et le changement de politique de citoyens qui pensent qu'ils ont trop de gens qui sont en train d'arriver, qu'il y a un besoin de mieux disperser les gens sur le territoire. Certains pays ont fait ça déjà depuis toujours. Dans l'Allemagne, il y a une clé de distribution, ça s'appelle le Königsteiner Schlüssel. C'est la clé de Königsteiner. Alors, on est dans l'ordinateur, on a un demandeur d'asile, ça va dans l'ordinateur et boum, 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 boum. Là, on arrive dans de différentes régions et après, on est redistribué. Ce système était pas très humain. Alors, on l'a travaillé plus pour regarder des liens familiales. Mais encore, le système fonctionne comme ça fonctionnait avant. On voit les Pays-Bas aussi qui a un système de distribution qui regarde sur un plus long terme. Chaque municipalité a une obligation de recevoir des réfugiés. Et c'est au niveau politique important, parce qu'on ne peut pas dire « Ah, le poids est seulement dans les grandes villes » ou « Le poids est seulement où le logement est très bon marché ». Non, c'est un système de solidarité sur le territoire qui, en effet, n'est pas mis tellement en question, parce que c'est la loi, comme M. Régnier disait. C'est l'état de droit et on le fait dans cette manière et chaque territoire doit remplir ses conditions. En Suède, on avait un système volontaire, mais avec le nouveau parti de droit, le gouvernement a vu que chaque fois plus, il y avait des municipalités qui disaient « Ah, pour moi, nous, on ne veut pas ». Alors, ils payaient des sommes, parce que normalement, ces municipalités sont payées. Avec le chiffre de demandeurs d'asile et de réfugiés qui vont rester dans leur municipalité. Alors, ils ont fait un système aussi obligatoire. Le réfugié a le droit, si lui, il peut chercher un travail, de s'installer, mais si on va dépendre de social benefit. Si on dépend des allocations sociales. Des allocations sociales. On va être lié à une municipalité. On a regardé beaucoup cette dispersion sur le territoire et si on avait justement une conférence en La Haye où on discutait ce type de politique et il y avait aussi un représentant de DIHAL qui racontait de nouveaux politiques en France que vous êtes en train de développer. On voit quand même, si on regarde le territoire en France, tous ces partis blancs, il n'y a pas. C'est encore vierge. C'est encore pas touché par le système d'allocation de réfugiés. Alors c'est une fiche que c'est DIHAL qui l'a envoyé chez nous pour aussi montrer qu'il y a une grande affaire, encore affaire de disperser cette diversité de communes. Parce que la diversité, ça va être une réalité pour toutes les générations qui vont vivre. Mais si on commence maintenant pas de travailler sur la diversité, les pays européens vont rester des terroirs vieux et sans service. Parce qu'on a besoin de migration. Alors, comment on regarde un peu de comment distribuer. Distribuer, c'est un horrible mot, en effet. Oui, mais distribuer, c'est quand même ce qui repartir les personnes. Repartir. C'est un peu inhumain, mais finalement, c'est des systèmes, il faut regarder les structures.
Alors, pour cette répartition, on essaye d'être plus regarder le potentiel des réfugiés. Hein. Pour une famille, on peut avoir le besoin, la nécessité d'avoir un début tranquille dans une nouvelle communauté où le logement est plus facilement disponible, où il y a plusieurs chambres. Hein. Si on a une famille avec 4 ou 5 personnes, c'est impossible, bien sûr, de rester dans des grandes villes. On regarde quand même qu'est-ce que sont les services de base, la mobilité. Dans cette dispersion, on regarde maintenant, quand il n'y a pas de lien de transport très régulier, c'est quand même très compliqué. Mais on va aussi dans certains pays où le volontaire prend des voitures et font des visites de carrefour. Ils s'organisent en disant, OK, on va appuyer ces familles et on va les aider à augmenter la mobilité. Éducation, bien sûr, c'est une question surtout, éducation secondaire et universitaire, et des besoins médicaux ou psychosociaux. Hein. Si on a des gens avec de forts besoins médicaux, il faut être près des plus grandes villes. C'est plus difficile d'être dans de petites municipalités. Mais si quelqu'un est handicapé, on peut faire très rapidement d'adaptation de logement, c'est pas très compliqué. On peut avoir une parfaite vie et peut-être même mieux quand on est hors des grands axes de grandes villes. On est en train de faire dans notre réseau Share justement une étude pour comprendre mieux les dynamiques dans cette petite municipalité. Et ça, on fait avec IFRI, je ne sais pas, vous connaissez l'Institut de recherche, qui est en train de finaliser cette étude qu'on va avoir le mois de mai, j'espère, qui regarde un peu qu'est-ce que sont les dynamiques sociales dans cette commune, qu'est-ce que fait que dans une municipalité, ça marche bien, c'est le leadership politique, c'est la manière de travailler ensemble. Qu'est-ce qu'on peut dire, pourquoi ça fonctionne dans un endroit bien et un autre non. Et avoir des recommandations dans ce domaine. Ce qu'on sait, qu'il faut préparer la commune en avance. Il faut préparer les réfugiés en avance, parce que beaucoup de réfugiés disent « Pourquoi je dois aller dans cet endroit ? Je pensais que la France, c'est Paris, ou que Hollande, c'est Amsterdam, et tout d'un coup, je viens d'un endroit que je ne trouve même pas dans le... Alors, on veut que je ne vais pas avoir la chance de développer ma vie. Alors, la communication, la préparation avant d'arriver est très importante, et la préparation des communautés d'accueil est fondamentale. Je vais parler un peu plus de ça. Il y a des opportunités dans des municipalités plus petites. Les réseaux sociaux sont plus actifs. C'est plus facile. On rencontre quelqu'un chez le boulanger ou des autres endroits. Les réseaux de travail, c'est plus facile. Et souvent aussi l'engagement pour l'implication sociale est plus facile de se faire. Je pense que M. Régnier disait « j'ai quand même un grand problème avec cette plus petite ville ». Je pense qu'il a beaucoup de bonnes expériences et beaucoup de besoin de se mettre en réseau, de parler justement de ces expériences qui marchent et qui ne marchent pas. On voit quand même une différente manière dans des sociétés actuelles de regarder dans la communauté. On voit quand même qu'on pense chaque fois plus local. On pense que les problèmes sont globaux, mais les actions sont locales. On voit ça avec l'environnement, ce n'est pas seulement l'immigration, l'implication des citoyens, des impacts directs, d'autres manières de travailler avec les médias. Mais on est plus action directed et on a moins de confiance dans le gouvernement national pour résoudre le problème. On sait que ce n'est pas possible de résoudre
ce problème au niveau national. Alors, pour chercher de manières de vivre ensemble, c'est quand même au niveau local. Alors, on voit beaucoup de communautés travailler avec les employeurs, par exemple. Ça marche très bien dans les petites villes. On connaît l'oncle, il a une entreprise ici, et l'autre travaille là. Alors, c'est pas vraiment Einstein qui peut penser comment chercher ces solutions, mais c'est pour le faire et avoir des plateformes en pratique. Leadership politique, c'est extrêmement important, bien sûr. S'il y a une maire ou une politique qui s'engage, ça fait une très grande différence pour parler, pour offrir une plateforme de conversation et de plateforme de dialogue et pas cacher les problèmes quand ils viennent. On voit beaucoup cacher des problèmes. Les gens disent qu'ils sont très préoccupés que cette maison ici va avoir une famille de réfugiés. Ça ne sert pas à grand-chose de cacher ça. Il faut trouver la manière de le mettre sur la table sans le faire escaler. Et je pense là, il a aussi de très bonnes pratiques qu'on voit comment faire ça. Par exemple, pas inviter les résidents d'autres villes. Les gens qui toujours cherchent de faire des problèmes. On a vu beaucoup après 2015, que quand même ça a été mobilisé par des gens qui voulaient vraiment mettre le feu, l'huile sur le feu. Alors, on a... Vous pourrez après demander, je vais aller un peu plus rapide. On développe justement de nouveaux modules de formation qu'on est en train d'implémenter dans de différents pays pour de nouveaux acteurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience de recevoir des réfugiés et travailler sur le programme d'intégration. On a beaucoup d'expérience, par exemple, en Suède. On dit toujours, la Suède, c'est un contexte complètement différent, on ne peut pas l'appliquer. Je pense, par exemple, pour la France, il y a beaucoup de leçons à voir parce que c'est aussi un territoire très grand, avec une densité très, très faible. Alors, par exemple, je pense que M. Régnier disait déjà parler de permis de conduire. Le permis de conduire, on dit pour les réfugiés, c'est le plus important diplôme qu'on peut avoir. Mais il faut le faire, pas attendre jusqu'à 18 avec les jeunes, parce que sinon ils vont partir. Si on veut des jeunes frustrés, il faut justement... Alors, ils ont beaucoup de programmes déjà pour apprendre, déjà avec des contacts avec des autres gens, pour être bien préparés pour le permis de conduire. Programme de femmes. Si on n'a pas une voiture, on n'a pas un travail. Et les femmes restent à la maison. Alors, je pense qu'on regarde beaucoup trop peu le rôle des femmes dans tous ces programmes d'intégration. Et il faut toujours, avec chaque action, demander, ça c'est aussi accessible pour les femmes et comment on peut l'adapter, d'avoir plus d'accès. Alors ici, c'est un peu, j'ai laissé ça en anglais, c'est un peu le différents curriculum pour des formations, pour des villes qui veulent se lancer dans des programmes d'intégration. Alors c'est la base légale, bien sûr. Il faut vraiment être très prudent où on donne la formation sur l'accès au droit. Beaucoup des erreurs sont faites par des gens qui ont de très bonnes volontés, mais qui font des conseils qui ne sont pas bien pour les réfugiés. Regardez qu'est-ce que sont l'accès au droit pour des gens avec les besoins médicaux, etc., etc. Et on voit déjà notre première formation qu'on a fait ici dans les différents pays européens. C'est un pilote pour après adapter ce curriculum. Et en France, on l'a ajouté, on fait ça avec Forum Réfugiés, où il y a la France, Belleville, en Beaujolais, 8300 personnes.
Je trouve c'est très joli, Belleville. Et Amplepuis en France. Amplepuis. Mais on a encore la possibilité d'augmenter en France des opportunités de travailler avec ce programme. Alors les gens qui ont un intérêt dans leur commune, ils peuvent me contacter. Comme j'ai dit, le volontariat en ville, c'est devenu plus structuré dans de plus grandes villes. Je pense que la plupart des grandes villes, ils ont maintenant une base de données de volontariat, ils ont un site web lié avec le site de ville où les organisations qui travaillent avec les volontaires peuvent s'inscrire et faire aussi de matching, à nouveau c'est matching. La compétition? Non. Essayer de les mettre en lien les uns les autres. Oui, oui. Et je ne suis pas sûre qu'en France, ça existe dans toutes les villes. Hein? Nantes, j'ai parlé. Ah, Nantes. Ah, ok. Nantes est très active. Aussi, je vais les envoyer à Canada pour aller dans les grandes conférences d'apprendre de leurs voisins canadiens parce que j'ai l'impression que c'est une ville quand même avec beaucoup de vision d'intégration pour le futur. Mais je suis sûre que vous avez beaucoup d'autres fantastiques exemples. Alors, il a souvent des sites web et chaque fois plus d'apprentissage de nouveaux programmes de volontaires pour apprendre la langue, chercher le logement. Alors, on a souvent maintenant des cafés de logement où tu viens avec un volontaire qui dit la pauvre personne est là, il ne sait pas comment trouver dans le secteur privé. Alors, on crée des endroits où un volontaire va chercher, il va venir aussi pour aller chez le propriétaire, qui souvent quand même pourrait être un peu hésitant. Alors, il est parti 3 minutes. OK. Je trouve ça fascinant, toute cette manière d'impliquer les citoyens. Pour vous dire que le Conseil d'Europe a développé un tool pour des volontaires pour apprendre la langue. Il est sur le site web et ça existe en français. Alors, vous avez une communauté qui veut travailler avec un volontaire avec les nouveaux arrivés et il y a déjà des exercices. Comment travailler pour la diversité, comment faire un premier. Alors, on développe des millions et des millions d'euros de développer cette fantastique tool. Outil. Mais il faut vraiment avoir une promotion beaucoup plus pour les utiliser et je pense pour vous vraiment bien de regarder sur ce site web. Microsubsides fondamentales pour faire une plus large échelle d'activités d'intégration. Il faut avoir de manière de dupliquer les actions et de plus en plus de villes, ils ont un fonds annuel qui disperse que les gens peuvent faire une application, pas beaucoup de bureaucratie, pas comme le fonds européen, le résultat rapide et on continue. C'est optimiste pour la France, ça, hein? Pas beaucoup de bureaucratie. Ah, mais en effet, on va avoir de nouvelles manières de penser. Ah ouais, d'accord, ok. On ne disait jamais qu'on va avoir un mouvement comme En Marche, et ça existait. Et maintenant, on a. Mais c'est vrai, même les Gilets jaunes n'en avaient pas prévu. Et les Gilets jaunes non plus. Mais il faut. C'est vrai que les Français, parfois, sont un peu défaitistes. Pour moi. On pense toujours les problèmes, mais moins rapidement les solutions. Mais il y a plein de très bonnes qualités et d'énormes engagements de citoyens. Je voudrais parler un peu de parrainage privé. J'avais parlé avec Jean-Marie que ce n'était pas votre grande priorité. Alors, le parrainage privé, c'est quand même une possibilité aussi pour l'inclusion et les communes accueillantes. Il y a des pros et des cons. On a écrit certains rapports avec. Mais si vous voulez parler de ça, on va peut-être distribuer les questions. Sur le couloir humanitaire, vous pouvez poser des questions si ça vous intéresse. Merci.
Donc on voit bien que le problème se pose partout en Europe et que finalement ICMC essaye de venir en aide aux acteurs de terrain par la formation, par la mise en commun des bonnes pratiques, etc. Ça passe toujours par des biais d'églises? Non, pas du tout, parce qu'on travaille en effet avec les acteurs les mieux placés, pour commencer. Alors, il y a des territoires que les églises sont très forts. Dans le domaine de parrainage privé, on travaille beaucoup avec les églises, parce que ce sont eux quand même qui sont en train de le faire. Mais parfois, les églises sont très actives, dans les autres endroits, elles sont moins actives. On travaille surtout sur la coopération multi-acteurs. D'accord. Alors, municipalité ensemble avec les autres acteurs. Parce que ça, c'est l'objectif de notre coopération. Alors, si un acteur dit « Ah, on veut le faire tout seul », c'est très bien, mais ce n'est pas la chose que alors, notre programme va renforcer. D'accord, parce que peut-être la question, et après je laisse la parole à la salle, serait de dire comment ICMC arrive, par quel biais vous êtes sollicité? Ça, c'est une bonne question. C'est toujours compliqué. On a des acteurs traditionnels avec lesquels on a travaillé depuis très longtemps. Alors, c'était surtout France Terre d'Asile et Forum Réfugiés en France quand on a commencé, parce que c'était essentiellement celui-là qui travaillait avec les réfugiés. Maintenant, on a des actions avec, par exemple, aussi avec Secours catholique, mais parfois aussi on a des demandes. On était avec le préfet de Corrèze qui est en train de mettre en réseau de différents acteurs. Alors, ce sont eux qui savent que ce sont des échanges de pratiques. Ils sont intéressés, ils disent « Ah, on aimerait bien apprendre plus ». Alors, on le met dans une plateforme ou dans une coopération. Mais l'Europe est très grande. Alors, nos ambitions sont plus grandes que... Certainement, mais c'était juste peut-être pour avoir quelques éclairages sur ce fonctionnement. Je laisse... vous avez peut-être des questions à poser de comment vous pourriez, dans les actions que vous avez sur le terrain, bénéficier de ce savoir-faire, ou est-ce que vous avez des questions sur ce qui se passe dans d'autres pays, parce que donc je ne suis pas sûre qu'il y ait un logiciel encore en France qui qui répartit en fait les réfugiés aux quatre coins de la France, ou est-ce que... Il y a une question là? Bonjour. Moi, je veux bien effectivement plus de précisions sur le cas italien et sur le couloir humanitaire. Ah, oui. Le couloir humanitaire, d'accord. Et une autre question là? Ah. Je sais que ce n'est pas l'Europe, mais est-ce que vous pouvez dire quelque chose du Canada qui a, paraît-il, des politiques et des résultats intéressants? Est-ce qu'il y a une troisième question? Oui, ici devant. Vous nous avez suggéré de vous poser une question sur comment faire pour accéder aux fonds européens, notamment quand on est petite structure. Est-ce qu'il y a moyen de se regrouper? Enfin, vous avez certainement des conseils à nous donner. On va commencer par ça. OK. On commence avec ça? Oui. Le couloir humanitaire, le Canada et comment obtenir des fonds européens. Très bien. Alors, couloir humanitaire, vous voyez maintenant un peu les différents programmes de parrainage privé qui sont en train de se développer. On voit qu'il y a deux modèles qui sont en train de se stabiliser sur le programme pilote. Alors, le programme qui est promu par l'Angleterre et qui va être suivi aussi maintenant par l'Allemagne et
d'Irlande, c'est où il y a des réfugiés identifiés par la HCR. Par le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU, oui. Sur des bases de vulnérabilité et qui sont après mis avec des partenaires, avec des parrains privés, être reçus dans des communautés. C'est... Attends, peut-être une précision. Parrainage privé, ça ne veut pas forcément dire une personne. Hein. Ça veut dire simplement que c'est de l'argent qui n'est pas public. Donc, si une église ou si l'église catholique accueille, une paroisse accueille une famille de réfugiés, ça sera dans la terminologie un parrainage privé. Yeah. Parce que sinon, ça peut prêter à confusion dans la terminologie française, je dirais. C'est un partenariat public-privé. C'est pas que le privé ou le non-public fait tout, mais c'est un accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait, pour combien de temps et dans quelles conditions? L'État doit donner le droit, le statut de réfugié, mais par exemple dans le couloir humanitaire, les gens qui viennent de l'extérieur doivent avant encore faire le processus d'asile. Alors pendant cette période, ils sont complètement appuyés par les églises dans le cas des couloirs humanitaires français. Ils sont pris en charge. En charge. Oui. Après, les gens vont avoir accès aux droits et en principe, les contributions des parrains vont diminuer, mais pas l'appui d'intégration. Parce que le grand avantage justement de parrainage privé, c'est que tu trouves une autre municipalité, une autre communauté qui va t'aider dans ton intégration. Alors, ce n'est pas le professionnel, mais c'est le humain. C'est pour ça c'est un programme qui s'est développé en Canada depuis la crise de Vietnam et qui est très développé. Alors, c'est plus que 20 000 personnes qui arrivent dans ce chemin. La question était sur la France, en effet. L'Italie. À l'Italie. C'est le couloir humanitaire qui a été initié par Sant'Egidio. On a écrit un très bon rapport, en effet, sur le thème. Je vais vous donner alors, le parrainage privé en Italie n'était pas développé comme un parrainage privé. C'était en disant, on voit les gens qui ne peuvent pas venir en bateau, en train de mourir tous les jours. On va développer un programme pour laisser venir les gens en sécurité. Alors, c'était la communauté de Sant'Egidio qui a lancé ce programme. Et plus que 2500 personnes, maintenant, sont déjà arrivées avec ce chemin. On ne sait pas maintenant, avec le gouvernement actuel italien, qu'est-ce qui va se passer. Là, ils ont fait un accord avant Sant'Egidio avec les protestants de Waldensians et avec le deuxième programme avec Caritas Italiana. Alors, ça a commencé par le programme de Liban, qui était identifié. Alors ça, c'est un peu différent que dans le programme de Canada, que c'est les Sant'Egidio eux-mêmes et avec Caritas en Afrique qui identifient les réfugiés sur le terrain avec les acteurs locaux, qui fait les sélections et qu'après se fait tout le système de transport. Et après, qui trouve des municipalités. Alors en Italie, comme autant les protestants, les organisateurs catholiques, ils ont beaucoup d'expérience dans l'appui social et on trouve de différentes manières de lier le professionnel avec le volontaire. C'est bien pour commencer? Oui. On va continuer sur le Canada. Alors, Canada, il a aussi, par exemple, Canada, il reçoit plus que 300 000 personnes par année en migration, incluant l'asile. C'est un pays qui sait que pour survivre, ils ont besoin de migration. C'est un énorme territoire. Ils ont besoin de gens pour le travailler dans toutes les parties du territoire que parfois il a le secteur d'économie aussi comme les pêches ou les forêts. Alors c'est vraiment un besoin de migration très reconnu. Ils ont développé depuis toujours une structure d'intégration
de settlement agencies. Alors, il y a des agences d'intégration dans presque toutes les villes. Alors, tu viens, déjà avant que tu viens, tu envoies que tu vas venir, tu as besoin de cours de langue, c'est déjà arrivé. Hein, on le met, on le met en contact pour la formation et il dépense presque 1 milliard dans structure d'intégration. Oui, parce qu'ils sont volontaires, c'est une volonté politique. Ils veulent recevoir des gens et ils veulent que les gens s'intègrent. Et ils ont besoin. Et cette volonté-là, on la voit nettement moins bien en Europe. On voit pas cette volonté de recevoir des gens et de les intégrer. Je reviens un instant sur le couloir humanitaire et ce parrainage privé. Au fond, en France, on dit où c'est à l'État de faire, et c'est ce qu'on renvoie un peu à M. Régnier. Et puis, on pose la question de que fait le tissu associatif, et ça reste dans notre mentalité très séparé. Il y a l'État qui fait des choses, et quand il ne fait pas des choses, l'associatif doit bien prendre le relais aussi là. Ce qui est intéressant dans cette histoire de couloir humanitaire, c'est qu'il y a un vrai partenariat public-privé. Et c'est peut-être moins évident, je dirais, pour certaines mentalités, parce que quand on est côté public, on pense qu'il y a une certaine corruption à accepter de l'argent privé, et quand on est dans l'associatif, on se dit que quand même c'est une autre mentalité que ce qu'ont les fonctionnaires, etc. Donc l'intérêt, c'est quand même parce que pour des questions comme ça, comme ces couloirs humanitaires, on ne peut pas se passer de l'État, parce que l'État est seul habilité quand même à délivrer les visas. Et l'État peut-être aujourd'hui ne peut plus se passer peut-être de la société civile pour organiser tout cela, parce qu'il y a cet apport humanitaire qui... est-ce que c'est une question de mentalité seulement? Mais c'est vrai qu'il y a c'est quand même nouveau de voir développer ça, et ça, c'est prometteur d'avenir quand même. Mm-hmm. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Monique. Il a un grand potentiel pour développer. Je pense que c'est encore très peu connu. C'est 500 personnes pour le couloir humanitaire. L'Ordre de Malte avait déjà des expériences avec le visa humanitaire à Tours pour aider les nouveaux arrivés. Il faut dire que c'est additionnel, il ne faut pas dire que ça remplace l'État, mais que c'est aussi une autre manière d'ajouter de voie légale. On va peut-être passer au fonds européen, parce que il y a le fonds européen, ok. Oui, je pense, on voit qu'il y a dans le AMIF plus de possibilités d'introduire des programmes locaux. Hein? Alors, mais il faut toujours travailler en partenariat. Alors, il faut trouver une organisation qui fait cet horrible travail d'administration. Justement, on était aussi avec un autre département où c'était le FEPS, je pense, qui a pris ce rôle pour coordonner entre petits acteurs. Ils ont dit, OK, tout le monde, on va faire ces actions dans ces différentes villes. On fait un peu le même programme, mais quelqu'un doit le coordonner. Hein, parce qu'il faut avoir les factures, il faut avoir le nombre de bénéficiaires, il faut avoir alors, c'est vrai que c'est lourd. Et est-ce qu'une des conditions n'est pas qu'on est avec des acteurs de différents pays européens? Ah non, parce que la AMIF nationale, c'est des programmes qui sont publiés avec le gouvernement. Alors, c'est la priorité nationale. Hein, alors, je pense que c'est pas Régnier qui doit s'en occuper, mais il a des priorités, sont publiées chaque année, et après, on peut s'inscrire. Hein, il faut regarder qu'est-ce que sont les priorités. On veut augmenter le volontariat et la formation, et vous faites un programme dans telle et telle région, avec tel et tel bénéficiaire. Et c'est l'administration, mais après tu peux aussi faire des subgrants. Après on peut redistribuer. Oui. Alors il faut, c'est une autre manière de travailler, mais c'est tout à fait possible. Mais c'est néanmoins extrêmement lourd pour une petite association
d'obtenir ces fonds européens. Non, c'est vous. Si vous pouvez aller chez une fondation, ou vous avez des fonds de l'Église, ou Total, j'ai vu que Total maintenant paye beaucoup de ce type de choses. C'est plus facile Total que l'Union européenne? Ça, c'est inquiétant quand même. Ils sont aussi un peu préoccupés du prix de pétrole. Oui. Oui. Une dernière question ou une dernière série de questions, ou est-ce que... Monsieur. Enfin, je trouvais que c'est pas très clair l'explication sur les fonds. Enfin, c'est pas... Sur les fonds européens? Voilà, je ne sais pas si les autres ont compris, mais moi, ça m'a semblé un peu nébuleux. Enfin. Mais il a la AMIF nationale, vous suivez AMIF, non. Le Fonds Migration et Intégration? Non. Alors, il a encore une année de fonds. Alors, c'est publié sur le site du gouvernement. Alors, où est-ce que tu trouves ça, par exemple? AMIF. Ah, mais moi AMIF, je sais pour la Belgique, mais vous faites Google, vous connaissez le Google quand même, c'est pas trop compliqué. AMIF? AMIF, procédure France. Moi, je connais mes collègues qui travaillent avec ce fonds, qui sont... Mais aussi, je pense aussi, le Secours catholique, c'est plutôt Le Secours volontariat, catholique doit peut-être connaître ça, suffisamment grand. Oui, mais je peux vous envoyer, je peux demander à mes collègues. Mais, mais c'est très transparent. Hein, c'est pas... il a toujours, chaque année, normalement le mois de mars, il a le programme. Alors, il a le programme 4 années. Après, chaque année, il a la priorité. Et après, on peut s'inscrire avec l'offre. Bon, on va demander à la revue Projet de publier dans un des prochains numéros la procédure pour demander les fonds européens sur la migration, ou quelque chose comme ça. Et c'est un bon moment parce qu'il reste pas mal encore, j'ai l'impression. Ah, alors il faudrait se dépêcher. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Est-ce qu'il y a un pays européen qu'on peut citer en exemple qui ferait des choses dont on pourrait s'inspirer? La Belgique? Non, la Belgique, je ne prenais quand même pas comme exemple, je pense, parce que... Il y a déjà l'accueil entre francophones et néerlandophones qui est compliqué. Bon, il y a toujours des exemples ça dépend de quel domaine. On ne peut pas généraliser. Je pense que le Portugal fait un grand effort de laisser des gens dans des autres communes hors de Lisbonne et de Porto. Ils font un grand engagement de travailler en transparence avec des acteurs locaux et société civile. C'est un exemple pour le partenariat, le Portugal. Hein? Alors ça, oui, non, mais c'est vrai qu'il faut voir quand même ailleurs et voir ce qui se fait ailleurs et ce qui se fait mieux ailleurs que... travailler avec les cultural mediators, les médiateurs avec des réfugiés comme acteurs d'intégration. Hein, je pense que Portugal et l'Italie sont très forts en travaillant avec les réfugiés tout de suite comme volontaires et comme médiateurs pour faire cette liaison avec la communauté. Une médiation culturelle? Oui, médiation culturelle. Oui. Oui. Ils sont très, très, très forts. Ils sont très bien pour engager la commune, de faire des fêtes, de faire des rencontres, de food festivals. Ce sont des gens qui organisent, qui animent très, très, très bien. En termes de cours de langue, je pense quand même qu'on a fait beaucoup d'avancement. En Pays-Bas, quand même, on a quand même fait un grand travail. Et ça, c'est très méritoire d'apprendre le néerlandais pour un réfugié, en fait. Mais OK, bon, okay. On voit que dans chaque pays, il y a ses faiblesses et peut-être ses points forts, et que c'est finalement les petites villes qui peuvent offrir peut-être plus facilement une intégration aux migrants et aux réfugiés que les grands ensembles. Merci beaucoup, Petra. Merci. Merci, Monique. Merci à vous d'écouter.